un appartement au premier étage, juste au-dessus des appartements du roi, des fenêtres qui donnaient sur les jardins, une table que les ministres les plus puissants de France cherchaient à rejoindre. Un mot glissé à la bonne oreille pouvait faire avancer une carrière militaire ou la bloquer pour toujours. Pendant des années, le château entier gravitait autour d'une seule femme. Et puis un matin, sans scène et sans explication, le roi a regardé dans une autre direction. Dans les heures qui ont suivi, les mêmes hommes qui attendaient dans son antichambre ont traversé les galeries sans ralentir. Les carrosses communs sont restés à quai, les lettres se sont arrêtées net. Et le château qui avait été son monde, son air, sa raison d'exister, a continué de tourner comme si rien n'avait bougé. Versailles avait une règle pour tout. Comment se lever, comment manger, comment mourir avec dignité royale. Pas de règle pour ça, pas de protocole pour la femme qu'on avait fini d'aimer. Ce soir, je vais vous montrer ce que Versailles faisait aux femmes après, pas ce qu'elles avaient été, ce qu'il leur restait. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. La France, le Québec, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Commençons. Les favorites de Louis XIV. On croit les connaître. Les tableaux sont dans les musées. Les noms reviennent dans les livres d'histoire. Louise de la Vallière, Madame de Montespan, Madame de Fontanges. 3 noms, 3 portraits, 3 destins réduits à leur relation avec le roi. Ce qui m'a occupé pendant plusieurs années dans les archives, c'est l'autre partie de ces vies. Après, quand le roi avait tourné la page et que ces femmes, elles, devaient encore se lever le lendemain. Les archives nationales conservent des inventaires, la liste précise de ce qui a été retiré d'un appartement après une disgrâce, des lettres de créanciers, des correspondances privées où ces femmes écrivent à des proches que tout le reste du monde lit avec difficulté parce qu'elles n'ont pas été rédigées pour être publiées, des rapports de médecins, des témoignages de dames de cour qui ont vu la chute de près. Ce sont ces documents que je vais suivre ce soir. Pas les portraits officiels, pas la propagande royale, ce que les femmes elles-mêmes ont laissé, souvent sans le vouloir. Commençons à Versailles, tout avait un prix visible. L'appartement qu'on vous accordait annonçait votre rang. L'étage, la taille, la proximité des appartements du roi, chaque détail était un message que les courtisans lisaient couramment, comme d'autres lisent une carte. Une favorite en pleine faveur occupait les pièces les plus hautes, les mieux exposées, celles depuis lesquelles on entendait le roi marcher au-dessus, et tout pouvait se retirer de la même façon qu'on vous l'avait donné. Ce que le système de Versailles avait de particulier, c'est qu'il ne fonctionnait pas par décrets officiels ni par annonce publique. Personne ne venait vous signifier votre disgrâce par écrit. Il n'y avait pas de cérémonie pour ça. La chute d'une favorite se lisait dans les corps, dans les regards, dans la fréquence des visites du roi, et les courtisans, ces observateurs professionnels de l'infime variation d'humeur royale, le détectaient avant la principale intéressée. Parfois bien avant. Saint-Simon, qui a passé des décennies à observer Versailles avec une précision que peu d'historiens ont égalée depuis, décrit ce phénomène sans ménagement. La faveur royale n'est pas un état stable. C'est un mouvement permanent, une marée qui monte et descend, et dont les courtisans lisent chaque variation comme un signe de navigation.
quand la marée se retirait d'une femme, tout le château le savait avant qu'elle-même le comprenne pleinement. Mais pour comprendre ce que signifiait vraiment la chute, il faut d'abord mesurer ce qu'on perdait. Une favorite officielle n'était pas simplement une femme que le roi aimait. Elle était une institution. Autour d'elle gravitait un réseau entier, sa famille, ses alliés, les hommes que ses recommandations avaient hissés à des postes militaires ou administratifs, les familles entières dont la fortune dépendait de son accès au roi. Un mot glissé au bon moment pouvait transformer une carrière. Un silence pouvait l'éteindre. Elle recevait des cadeaux, des pensions, des terres, et elle redistribuait, discrètement, calculément, avec une maîtrise de la mécanique du pouvoir que peu de ministres officiels possédaient. Ce réseau, quand la faveur s'effaçait, se défaisait avec une rapidité qui n'arrêtait pas d'étonner ceux qui l'ont décrit. Les courtisans de Versailles n'étaient pas des gens cruels, pris séparément. Ils étaient des professionnels de la survie dans un système où l'association avec une personne tombée comportait des risques réels, mesurables, qui pouvaient coûter une charge ou 10 ans d'effort. L'abandon n'était pas de la lâcheté, c'était de la logique. Et cette distinction-là, Versailles avait pris soin de la rendre invisible. Il y a un détail dans cette histoire que je reviens toujours. Pas parce qu'il est spectaculaire, il ne l'est pas, parce qu'il est précis. Pendant plusieurs années, quand Louise de la Vallière était déjà remplacée dans les faits, mais pas encore dans les apparences, Louis XIV entrait publiquement dans son appartement. Il saluait, restait quelques minutes, repartait. Tout Versailles voyait le roi entrer chez sa favorite officielle. Ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'il traversait ces pièces pour rejoindre par une porte de communication intérieure les appartements de Madame de Montespan qui lui étaient attenants. Louise servait de façade, de couverture. Sa présence visible protégeait le secret d'une liaison que le mari de Montespan, furieux, aurait pu transformer en scandale public. Elle le savait. Elle a accepté. Pourquoi les historiens ne s'accordent pas? Certains parlent d'espoir, de regain d'affection, d'autres de la situation de ces enfants dont le statut légal dépendait encore des bonnes grâces royales, d'autres d'une incapacité à partir après des années où Versailles était devenu son univers entier. Peut-être tout ça à la fois. Ce qui est documenté, c'est la durée de cette cohabitation, 7 ans. 7 ans à occuper une fonction de décor dans la vie d'un homme qu'elle avait aimé. Et Madame de Montespan, elle, regardait ça depuis la pièce d'à côté. Versailles avait des règles pour tout. Pas pour ça, ou plutôt si, mais ces règles-là n'étaient jamais écrites nulle part. Ce soir, je vais suivre 3 femmes à travers cette mécanique, 3 destins différents face au même système, 3 façons de survivre, ou pas, à Versailles, une fois que le roi avait tourné la page. Louise de la Vallière, qui a choisi quelque chose que personne n'avait anticipé. Marie-Angélique de Fontanges, dont l'histoire s'arrête avant d'avoir vraiment commencé, et Madame de Montespan qui a refusé de disparaître et qui a quand même fini par disparaître mais autrement. Ces 3 trajectoires, mises côte à côte, dessinent quelque chose de plus grand que 3 biographies. Elles dessinent la carte d'un système. Un système qui avait besoin de ces femmes, qui les consommait et qui ne prévoyait rien pour elles quand il avait fini. Elle avait 17 ans quand elle est arrivée à la cour. Timide, légèrement boiteuse, sans la fortune ni l'ambition que Versailles valorisait. Madame de Sévigné, qui observait tout et écrivait tout,
l'a décrite comme une petite violette qui se cachait sous l'herbe, honteuse d'être maîtresse, honteuse d'être mère, honteuse d'être duchesse. Ce portrait dit quelque chose d'essentiel. Louise de La Vallière n'a jamais voulu ce que Versailles lui a donné. Elle a aimé le roi, sincèrement, selon tous les témoignages de l'époque, avant de comprendre dans quoi cet amour l'avait enfermée. Quand la faveur a commencé à se retirer, vers 1667, avec l'arrivée de Madame de Montespan, elle n'a pas manœuvré, elle n'a pas cherché des alliés, elle a tenté de partir au couvent, et le roi l'en a empêché. Pas par amour, par utilité. Le mari de Montespan menaçait de faire scandale. Il refusait d'accepter en silence d'être cocu par le roi de France, et ce silence, Versailles en avait absolument besoin. La solution trouvée était d'une logique froide. Garder Louise comme façade officielle, comme paravent visible, pendant que la vraie liaison restait cachée derrière les portes communicantes. Le roi entrait dans l'appartement de Louise, il traversait ses pièces, il allait chez Montespan, et Louise, qui savait, restait là. J'ai lu plusieurs fois la lettre qu'elle a écrite au maréchal de Bellefonds en mars 1674, quelques semaines avant d'entrer enfin au Carmel. Elle dit qu'elle quitte le monde sans regret, mais pas sans douleur. Cette distinction, elle la pose clairement. Les regrets appartiennent à ce qu'on a perdu. La douleur appartient à ce qu'on porte encore. Elle séparait les deux avec une lucidité que des années à Versailles lui avaient apprise. Et puis elle est partie. Le 19 avril 1674, Louise de La Vallière s'est présentée devant la reine Marie-Thérèse pour lui demander pardon publiquement, pardon de l'adultère, de l'humiliation infligée pendant des années. La reine a pardonné. Le roi, lui, l'a regardée partir d'un œil sec, selon les témoins présents. Quelques heures plus tard, elle montait dans un carrosse en direction du couvent des Carmélites, déchaussé du faubourg Saint-Jacques à Paris. Elle n'en est plus jamais ressortie. 36 ans. C'est le temps qu'elle a passé à l'intérieur de ces murs. Elle a pris le nom de Sœur Louise de la Miséricorde. Elle a choisi le couvent le plus austère qui lui était accessible, pas le plus confortable, comme Montespan lui avait fait suggérer par Madame Scarron pour la décourager, le plus sévère, comme si la rigueur était la seule façon de mettre une distance réelle entre elle et ce qu'elle avait été. Ce qui est documenté dans les archives du couvent, c'est qu'elle a reçu des visites d'anciennes dames de cour, de Bossuet, de la reine et, des années plus tard, de Madame de Montespan elle-même, après que cette dernière eut aussi quitté Versailles. Les deux femmes qui avaient partagé les appartements du roi, séparées par une porte communicante pendant 7 ans, se retrouvaient dans un parloir de couvent. Ce que ces deux femmes se sont dit, personne ne l'a jamais consigné avec précision. Ce vide dans les archives me frappe encore. Dans ses lettres à Bellefonds, écrites depuis le couvent sur des décennies, Louise ne parle presque jamais de Louis XIV directement. Elle écrit sur Dieu, sur la pénitence, sur l'annihilation de soi. Mais par endroits, entre les formules de dévotion, quelque chose filtre, une critique sèche de l'ambition de cour, de ce qu'elle appelle les fausses vertus que Versailles cultivait. Elle avait regardé ce système de près pendant 13 ans, et dans le silence du Carmel, elle avait eu le temps d'en écrire le diagnostic. Son fils est mort en 1683. Bossuet est venu lui annoncer lui-même. Elle a pleuré, puis elle s'est reprise et lui a dit quelque chose que les témoins ont retenu,
qu'elle pleurait trop la mort d'un fils dont elle n'avait pas assez pleuré la naissance, parce que sa naissance à elle avait été illégitime, cachée, arrachée à un amour qui n'aurait pas dû exister. Elle est morte le 6 juin 1710, 65 ans, 36 au couvent. Le roi, lui a survécu de 5 ans. Il n'a laissé aucun commentaire documenté sur sa mort. Marie-Angélique de Scorail est arrivée à Versailles en 1678. Elle avait 17 ans, dame d'honneur de la princesse Palatine, belle-sœur du roi. Elle venait d'Auvergne, d'une famille noble mais sans fortune particulière, et elle possédait une chose que Versailles reconnaissait immédiatement et valorisait sans nuance, une beauté extraordinaire. La princesse Palatine elle-même, qui n'était pas femme, à distribuer les compliments facilement, l'a décrite comme belle, comme un ange, de la tête aux pieds. C'est à peu près tout ce que les contemporains disaient d'elle, et cette pauvreté de description dit quelque chose sur ce que Versailles demandait à certaines femmes. Le roi l'a remarqué lors d'une chasse en forêt de Fontainebleau en 1679. Pendant la chasse, une branche a accroché ses cheveux. Elle s'est rattachée à la hâte avec un ruban, les boucles tombant librement sur ses épaules. Le roi a trouvé ça charmant. Le lendemain, la moitié des dames de la cour arboraient la même coiffure qui allait rester dans l'histoire sous le nom de Fontange. Madame de Montespan, elle, a refusé de l'adopter. Elle trouvait ça de mauvais goût. Ce détail de la coiffure est souvent raconté comme une anecdote légère. Je ne le lis plus comme ça. Ce qu'il dit, c'est que Marie-Angélique de Scorail est entrée dans la vie du roi par un accident de chasse et que son influence s'est mesurée à la vitesse avec laquelle la cour a copié son ruban. Pas ses idées, pas ses manœuvres politiques, son ruban. Elle n'avait pas le réseau de Montespan, ni la formation de la Vallière. Elle avait 18 ans et une façon de porter ses cheveux. La liaison a duré moins de 2 ans. En décembre 1679, elle a accouché prématurément d'un fils mort-né. Les formules de l'époque pour signifier ce genre d'événement au roi étaient codées. On disait que la dame avait été blessée au service du roi. Cette formule, qui transformait une grossesse difficile en métaphore militaire, circulait à la cour sans que personne ne semble en ressentir l'ironie. Elle ne s'est jamais vraiment remise de cet accouchement. Les pertes de sang ont continué. Sa santé déclinait de façon visible. Et Louis XIV, qui ne supportait pas la maladie dans son entourage immédiat, qui détournait le regard de tout ce qui rappelait la mort et la fragilité du corps, s'est progressivement éloigné. En avril 1680, il lui a accordé le titre de duchesse de Fontange et une pension de 80 000 livres. À Versailles, tout le monde savait ce que ça signifiait. Ce n'était pas une récompense, c'était une procédure de congédiement. Le titre et la pension étaient la façon habituelle du roi de clore une liaison, proprement, sans scandale, avec les apparences de la générosité. Marie-Angélique avait 19 ans. Elle venait d'apprendre qu'elle était finie. Elle s'est retirée d'abord à l'abbaye de Chelles, dont sa sœur était abbesse. Puis sa santé s'est encore dégradée. Une fièvre persistante, des hémorragies. En 1681, on l'a transférée à l'abbaye de Port-Royal, de Paris. Là, comprenant qu'elle allait mourir, elle a demandé à voir le roi. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des rares moments de cette histoire où les sources se contredisent franchement. Selon certains témoignages,
le roi est venu. Il aurait pleuré à son chevet, elle lui aurait dit, selon une formule qui a circulé à la cour après sa mort, qu'ayant vu des larmes dans les yeux de son roi, elle pouvait mourir heureuse. Selon d'autres sources, et Saint-Simon penche dans cette direction, le roi était déjà passé à autre chose, et cette scène édifiante relevait plus de la légende que du témoignage. Je ne sais pas, les archives ne tranchent pas clairement. Ce que je peux vous dire, c'est que Marie-Angélique de Scorail est morte le 28 juin 1681. Elle avait 19 ans. Pendant l'affaire des poisons qui secouait alors Versailles, son nom a été cité dans des confessions obtenues sous la torture. Des rumeurs d'empoisonnement ont couru. Une autopsie a été pratiquée contre la volonté du roi, à la demande de sa famille. L'estomac était sain. Les médecins ont conclu à une mort par complications obstétricales prolongées. Ses restes ont été détruits pendant la Révolution. Il ne reste d'elle qu'un portrait de Pierre Mignard, une coiffure qui a porté son nom pendant un siècle, et une pension de 80 000 livres que Versailles lui avait versée pour lui signifier poliment qu'elle pouvait partir. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart n'était pas le genre de femme qu'on oubliait facilement. Pas à Versailles, pas ailleurs. Saint-Simon, qui l'a connue et qui ne lui a pas épargné les critiques, reconnaissait en elle quelque chose qu'il ne pouvait pas réduire à une simple formule. Elle avait de l'esprit, le vrai, celui qui dérange, pas celui qui amuse. Une langue acérée, une conscience aiguë de sa propre valeur qui n'avait rien à voir avec la vanité ordinaire des courtisans. Pendant plus de 10 ans, elle avait été la favorite dominante de Versailles. Pas seulement aimée du roi, influente, elle avait orienté des nominations, protégé des artistes, façonné une partie du visage culturel du règne. Molière, Racine, Lully gravitaient dans son orbite. 7 enfants avec le roi, dont 6 légitimés. Un appartement attenant au sien, avec une porte communicante privée. Elle avait été, selon les mots de ses contemporains, la véritable reine de Versailles. Et puis l'affaire des poisons avait tout compliqué. À partir de 1679, des arrestations en cascade avaient révélé l'existence d'un réseau de sorciers, d'empoisonneurs, de devins qui opéraient dans les marges de la cour. Des confessions, obtenues sous la torture, ce qui en limite évidemment la fiabilité, avaient cité son nom. Des messes noires, des filtres versés dans les aliments du roi, des tentatives présumées d'éliminer des rivales. Je dois être honnête ici. Les preuves directes contre Montespan dans cette affaire sont minces, et les historiens restent partagés. Ce que les archives montrent avec certitude, c'est qu'elle était surveillée, que son nom circulait dans les interrogatoires, et que le roi, qui connaissait le contenu de ses dépositions, n'a jamais ordonné son arrestation. Il l'a éloignée. Progressivement, méthodiquement, sans éclat public. En décembre 1684, son appartement au premier étage avait été échangé contre des pièces au rez-de-chaussée. Un message architectural que tout Versailles déchiffrait sans effort. En 1691, elle a quitté la cour définitivement. Mais voilà ce que les récits habituels ne disent pas. Montespan n'est pas parti dans le silence. Elle s'est installée rue Saint-Dominique à Paris, dans un logement qu'elle a fait tendre de toile jaune à rayures. Sa couleur, pas celle de la pénitence. Elle recevait encore, elle dépensait encore. Et parfois,
quand le roi partait pour Fontainebleau, elle allait à Petit-Bourg, une propriété proche de la route royale. De là, depuis un pavillon au bout d'une allée, elle pouvait voir passer le cortège sans être vue. Elle a fait ça plusieurs fois, des témoins l'ont noté. Ce détail-là, cette femme qui regarde depuis un pavillon le roi qu'elle ne peut plus approcher, contient quelque chose que je n'arrive pas à classer proprement, ni dans la dignité, ni dans la défaite. Peut-être que c'est les deux. Avec le temps, la peur de la mort l'a envahie. Ses contemporains la décrivent comme obsessionnelle, physiquement visible dans ses habitudes. Son appartement restait éclairé toute la nuit. Des jeunes femmes se relayaient à son chevet pour veiller son sommeil. Ces veilleuses, comme on les appelait, parce qu'elles ne supportaient pas l'idée de se réveiller seules dans le noir. Elles jeûnaient, priaient, finançaient des hospices. À Oueyron, dans les Deux-Sèvres, elle a fondé un établissement pour les pauvres du village. Elle distribuait sa fortune avec une régularité que ses créanciers observaient avec intérêt. Et elle est retournée au Carmel voir Louise de La Vallière, la femme qui avait fait de La Vallière son paravent pendant 7 ans, qui lui avait infligé des humiliations documentées, est allée la trouver dans son couvent, plusieurs fois sur des années. Ce que La Vallière lui a dit lors de ses visites, là encore, les sources sont discrètes. Ce qu'on sait, c'est que La Vallière était devenue pour Montespan une sorte de directrice spirituelle, l'ancienne favorite supplantée, guidant celle qui l'avait supplantée. Versailles produisait des situations que personne n'avait eu l'idée d'imaginer à l'avance. En mai 1707, Montespan est parti prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault, comme chaque année. Dans la nuit du 27 mai, elle s'est sentie mal. Une saignée pratiquée en urgence n'a rien arrangé. Son fils, le duc d'Antin, a été prévenu. Il est arrivé en poste et selon le témoignage qui a circulé après, sans descendre de sa chaise, sans demander comment allait sa mère, il a réclamé sa cassette personnelle. Elle est morte quelques heures plus tard. Elle avait 66 ans. Louis XIV a interdit à leurs enfants communs de porter le deuil. 3 femmes, 3 façons de tomber, 3 façons de continuer à vivre ou de ne pas y arriver. Ce qui frappe, quand on pose ces trajectoires côte à côte, ce n'est pas ce qu'elles ont en commun, c'est ce qu'elles révèlent chacune de différent sur la même machine. Versailles n'a pas traité ces femmes de la même façon parce qu'elles n'étaient pas la même femme. La Vallière a disparu parce qu'elle l'a choisie. Fontanges a disparu parce que le système l'a usée avant qu'elle ait eu le temps de choisir quoi que ce soit. Et Montespan a mis 20 ans à disparaître, et encore, pas complètement. Mais il y a quelque chose que Versailles ne pouvait reprendre à aucune d'elles, la connaissance. Ces femmes avaient vécu au centre du pouvoir pendant des années. Elles avaient entendu des conversations que la plupart des ministres n'entendaient pas. Elles avaient vu le roi fatigué, irritable, fragile, pas le roi en représentation dans la galerie des glaces, mais l'homme dans ses petits appartements, après le souper, quand les masques étaient imposés. Elle connaissait ses peurs, ses habitudes, ses points de rupture. Ce savoir, personne ne pouvait le saisir à la douane en les faisant partir. La Vallière en a fait quelque chose de précis. Dans ses lettres depuis le Carmel, publiées partiellement au XVIIIe siècle, conservées aux Archives nationales, elle a écrit une critique de Versailles qui ne nomme jamais Versailles directement. Elle parle de fausses vertus,
d'ambitions déguisées en dévotion, de systèmes qui transforment l'abandon en réflexe normal. Ces textes ont circulé dans des cercles dévots sous son nom de religieuse. Pas de scandale, pas d'éclat, juste une femme qui avait regardé le château de l'intérieur pendant 13 ans, et qui avait eu ensuite 36 ans pour y réfléchir. Montespan, elle, n'a pas écrit. Ou si elle a écrit, elle a brûlé. Ce qui subsiste d'elle dans les archives, ce sont des inventaires de donations, des actes notariés, des listes de fondations pieuses. La géographie de sa culpabilité, si on peut appeler ça comme ça, chaque hospice financé, chaque jeûne observé, chaque nuit passée avec les bougies allumées, était une forme de comptabilité qu'elle tenait avec elle-même. Et Fontanges n'a rien laissé. Pas de lettres connues, pas de mémoire. 19 ans, moins de 2 ans à Versailles, une coiffure qui a porté son nom et une autopsie. Si vous avez déjà regardé une institution continuer de fonctionner comme si une personne n'avait jamais existé, une entreprise, une famille, n'importe quelle structure humaine, vous reconnaissez quelque chose dans ces histoires. La distance de 3 siècles ne change pas grand-chose à cette mécanique-là. Ce que je trouve, en lisant ces archives depuis des années, c'est que le mot « disgrâce » est trompeur. Il suggère un événement, une rupture nette, datée, après laquelle tout est différent. La réalité que les documents décrivent est plus lente, plus diffuse et à certains égards plus dure. C'est un retrait progressif, une série de petits signes que les intéressés lisaient souvent avant de vouloir les lire, et une longue période après, qui pouvait durer des décennies, pendant laquelle il fallait reconstruire quelque chose, une identité, un rôle, une raison de se lever, sans les outils que Versailles leur avait appris à utiliser. Certaines y ont réussi. La Vallière a trouvé au Carmel quelque chose qui ressemblait, selon ses propres lettres, à une paix difficile mais réelle. Montespan a reconstruit une vie charitable qui n'était pas que de la pénitence. Elle a continué à recevoir, à correspondre, à exister dans le monde jusqu'à la fin, et Fontanges n'a pas eu le temps d'essayer. Les manuels scolaires retiennent les noms des rois. Parfois, les noms de ces femmes en notes de bas de page, comme accessoires décoratifs d'un règne. Rarement ce qui leur est arrivé après, et ce que ça dit sur le système qui les avait produites. Versailles a été construit pour l'éternité royale. Les jardins, la galerie, les façades de pierre blanche qui devaient dire pour des siècles « Nous sommes permanents ». Et dans ce château construit pour l'éternité, des femmes ont vécu des existences dont la durée se mesurait au bon vouloir d'un homme qui n'était lui-même pas éternel. 3 siècles plus tard, ces voix méritent enfin d'être entendues. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire et d'où vous regardez ce soir la France, le Québec, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Si cette vidéo a changé votre regard sur Versailles, abonnez-vous. La suite est encore plus troublante.